Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Tout le monde connaît l'expression « avoir le cœur brisé ». Eh bien, cela existe vraiment et j'en discute cette semaine avec Dr Valérie Gaudreault, cardiologue. Valérie est également spécialiste de l'entraînement physique. Dans la première partie de l'entrevue, nous discutons donc du surentraînement et dans la deuxième partie, nous discutons du syndrome de Takotsubo ou syndrome du cœur brisé. Bonne écoute. Bon matin Valérie. Bon matin Jean-Pierre. Jeudi matin, 7h. À 1 heure de cardiologue. Ou de chirurgien. Yes. Alors Valérie, tu es cardiologue. On se connaît depuis pas mal d'années. 20 ans, je pense. Peut-être un petit peu moins, mais parce que tu es un petit peu plus jeune que moi. As-tu toujours voulu être cardiologue? En fait, j'ai toujours voulu être médecin depuis mes 4 ans. OK. J'ai dit à ma maman, quand elle me levait un matin, « Maman, je vais être docteur. Okay. Et la cardio, c'est venu un peu plus tard. Là. J'ai eu des défauts dans ma formation. Je disais, je vais être urologue. Ah oui? Ouais, bizarre. Mais c'est de la tuyauterie aussi, fait que ça se ressemble. OK. Puis après, j'ai bifurqué vers la médecine interne. Puis en faisant ma résidence, j'ai fait une maîtrise puis un doctorat. Puis j'étais fascinée par mon directeur de doc, fait que j'ai décidé de faire de la cardio. Ton directeur de doc était évidemment cardiologue, yes. J'imagine. Et voilà. On a un bon ami, collègue, chirurgien qui dit que tous les organes vitaux sont uniques et médians. Donc, Roger Grégoire, en parlant du cœur et de l'anus. Donc, mais qu'est-ce qui t'attirait de... En fait, la cardio, c'est une combinaison parfaite de techniques. OK. C'est pacemaker, échographie cardiaque, échotransœsophagien. Puis de sciences. Il y a beaucoup de sciences en cardiologie. Les gens pensent que c'est souvent héparine, aspirine, Plavix, là, mais c'est beaucoup plus complexe. Fait que c'est une parfaite combinaison entre des connaissances, des choses qui se comprennent, qui sont physiologiques, la pompe, l'électricité, la tuyauterie, puis des choses rares comme les cardiopathies génétiques. Fait que c'est vraiment un beau melting pot de plein de choses. Puis il y a du suivi aussi, tu sais, les patients, on les suit puis on les garde longtemps. Moi, j'aime ça, le contact avec les êtres humains, fait que c'est pour ça que je suis attirée vers la cardio. Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir en cardiologie? Même le muscle cardiaque, c'est une entité particulière, là. Quand on pense que ça se contracte, ça se décontracte, ça n'arrête jamais. Le muscle cardiaque n'a pas besoin de repos. Si je fais la même chose avec mon biceps, tu vas mourir. Je vais me faire couper le bras dans une semaine. Oui, tout à fait. En fait, il y a plein de choses pas découvertes en cardio. Probablement que la cardiologie, c'est une des spécialités les plus étudiées, surtout pour les molécules qu'on utilise, les statines, pour ne pas les nommer, les anticoagulants. Mais tout ce qui est les gènes, les tropomyosines, les troponines, tout ça, c'est encore un peu nébuleux. Fait qu'il y a plein de recherches sur les valvulopathies aussi, sur l'aspect pharmacogénétique. Fait qu'il y a plein de choses encore à faire avancer, sur le cœur d'athlète, entre autres choses, sur plein de trucs. Là. Est-ce que les gens font assez attention à leur cœur? Non. En fait, il y a comme deux types de personnes qui font pas assez attention. Bien sûr, il y a les gros, les patients obèses, les patients qui mangent mal, les patients qui fument, les patients qui s'entraînent pas, puis ceux qui s'entraînent trop. Fait qu'il y a comme il y a deux extrêmes en cardiologie, parce que trop s'entraîner, c'est comme pas assez. Fait qu'il faut trouver un milieu, mais pour trouver le milieu, je suis pas la meilleure personne. parce que tu t'entraînes trop. Oui, exactement. C'est quoi trop s'entraîner en termes, est-ce qu'il y a une quantité d'heures, c'est l'intensité ou Ça dépend des patients. Il y a comme on dit que 15 heures et plus par semaine d'entraînement, ça peut être associé à une cardiopathie de l'athlète. OK.
C'est réversible, ceci étant dit, mais fait que les gens qui s'entraînent plus que 15-20 heures ou en intensité peuvent développer cette maladie-là, entre guillemets. Puis l'intensité, c'est sûr que si tu fais du weightlifting, si tu lèves trop de charges, si tu t'entraînes trop en cardio aussi, sur le plan aérobique, là. Mais quand on arrête, normalement, l'impact sur le cœur s'en va. Sauf qu'il y en a qui s'entraînent toute leur vie, fait qu'ils font plus de fibrillation auriculaire, plus de SV, plus de mort subite, quand on dépasse un certain niveau d'entraînement. Mais parce qu'il y a deux choses, là, l'aspect course à pied par rapport à l'aspect, disons, de lever des charges, l'haltérophilie ou autre. C'est deux stress complètement différents sur le cœur? En fait, l'aspect haltérophilie, ben, ça va faire en sorte que le muscle cardiaque va s'épaissir, puis à un moment donné, ben, c'est beaucoup trop. Là, ça augmente les pressions téléventriculaires gauche, ça fait en sorte que les pressions dans le cœur augmentent, puis ça fait en sorte que quand le muscle est trop épais, il ne contracte plus bien. Puis il y a l'aspect aussi de faire trop de cardio, de courir trop. Là, ça fait dilater le cœur. Fait que c'est pas pareil, les oreillettes dilatent, la pression pulmonaire monte, ça fait plus d'arythmie, plus de fibrillation auriculaire. Puis, ben, ultimement, les gens, ils peuvent devenir très bradycardes, donc le cœur très lent. Le cœur ralenti. Fait que ça peut faire aussi des torsades de pointe qui est une arythmie particulière là, qu'on voit chez les athlètes. OK. Mais toi, vois-tu des patients qui ont des cœurs d'athlètes ou ces gens-là arrivent en mort subite en fait, à l'urgence? Je vois des patients aussi, mais en fait, c'est rare que les gens font une mort subite sur une cardiopathie d'athlète. Moi, j'en vois parce que mon doctorat, c'était là-dedans. Fait que on est 2 cardiologues à Québec qui faisons du cœur d'athlète. 3, en fait, avec Dr Ross à Lévis. Là. Moi, Dr Poirier, Dr Ross. Fait qu'on voit des patients qui ont des atteintes cardiaques d'un surentraînement. Des gens de l'équipe nationale de ski de fond pour ma part ou des gens de l'équipe nationale de course à pied. Puis on les voit parce qu'ils ont des symptômes, des palpitations, des syncopes à l'effort, de l'essoufflement, diminution de la tolérance à l'effort, diminution de la performance. Un grand athlète qui commencerait à être essoufflé. Oui, exactement. OK. Mais est-ce qu'il y a une prévention? Est-ce que les grands athlètes des clubs nationaux, par exemple, est-ce qu'ils sont dépistés? En Italie, oui. Parce qu'en Italie, il y a ce qui s'appelle la dysplasie arythmogénique du ventricule droit, qui est une maladie. Il faut parler, là, notre auditoire n'est pas médecin, donc la dysplasie arythmogénique du ventricule droit, c'est une maladie génétique qui fait que les athlètes meurent. C'est plus prévalent chez les Italiens, fait que les Italiens dépistent tout le monde. Au Canada, non. Il y a des indications, par exemple les symptômes... plus que des changements sur l'électro, des arythmies, des palpitations, mais on dépiste pas les athlètes au Canada parce que le cost effectiveness, le bénéfice de le faire est pas nécessairement bon, puis c'est pas prouvé que ça va changer le devenir. Fait qu'il y a vraiment, quand même une controverse là-dessus, là, mais on dépiste ceux qui font du sport extrême, ou ceux qui veulent en faire, puis que c'est pas des athlètes à la base, les athlètes de dimanche, puis ceux qui développent des symptômes ou qui ont des changements sur l'électricité de leur cœur, là, trouver de façon fortuite. Tu as dit beaucoup de choses, là, mais la première question qui me viendrait, est-ce que les risques liés au surentraînement sont suffisamment connus ou publicisés? Parce qu'on fait beaucoup la promotion de l'activité physique, mais on ne fait pas beaucoup la promotion de la prudence ou de la modération dans l'activité physique. L'exemple que j'ai en tête, c'est tout ce qui est Ironman, Super Ironman. À certains égards, le grand défi Pierre Lavoie, auquel j'ai participé l'an dernier, c'est un modèle d'activité qui peut paraître, au-delà du message qui est très bon, l'activité en soi peut paraître un peu démesurée, là, comme message de santé publique. mais sans dénigrer l'activité et le message puis la fondation qui est extraordinaire. Mais en fait, je pense que n'importe qui peut pas s'improviser Ironman ou Ultra Ironman. Malheureusement, les gens connaissent pas le risque dans lequel ils s'embarquent quand ils s'embarquent là-dedans, surtout quand on dépasse un certain âge. Là. Un jeune de 20 ans qui a un cœur complètement sain, s'il fait un Ironman, ben, il va souffrir, mais il risque pas d'en mourir, à moins qu'il y ait une cardiopathie congénitale sous-jacente. Puis qui s'entraîne bien, mais quelqu'un de plus âgé peut avoir une maladie coronarienne qu'il connaît pas, une maladie valvulaire qu'il connaît pas, puis pourrait faire une mort subite. Fait que c'est au-delà d'un certain niveau d'entraînement, au-delà d'une distance, un marathon, un demi-marathon, un Ironman, ben, les gens sont plus âgés, devraient être dépistés. Puis ben, je pense qu'on banalise l'impact cardiaque de ces grandes distances-là. Quand j'étais résidente, on a fait un projet de recherche sur le cœur d'athlète.
On a pris 25 marathoniens, puis on a regardé l'impact sur le cœur de courir un marathon à la résonance magnétique. Puis ce qu'on a montré, c'est qu'il y a 85% des gens qui avaient des endroits dans leur cœur qui avaient de l'enflure, de l'édème, puis des endroits du cœur qui contractaient pas bien après le marathon, qui disparaissaient au bout d'un mois, mais quand même, ça donne un endroit du cœur qui contracte moins bien ou qui a de l'inflammation. Ça, c'est après l'activité. Tout de suite après le marathon. J'ose pas penser à ce qui se passe pendant. Exactement. Fait que c'est comme un substrat pour faire une arythmie maligne quand tu as de l'enflure ou un endroit du cœur qui contracte moins bien. Puis ce qui était prédictif de développer ça, c'est le VO2 max, donc la capacité à l'effort, puis le niveau d'entraînement avant. Fait que, tu sais, imagine-toi Simon, 50 ans, qui décide de courir un marathon, puis qui s'entraîne une petite 10 heures par semaine, là. Ben, il est plus à risque de développer ce genre d'anomalie-là que quelqu'un qui court depuis des années, puis qui est habitué, puis qui se connaît bien, là. OK. J'ai souvent l'impression que les grands athlètes de longue distance, je trouve que c'est des gens qui ont l'air à vieillir un petit peu trop vite, tu sais. Je trouve que moi, j'emploie souvent l'application. Je trouve que j'emploie souvent comment dire, l'expression de dire qu'ils ont l'air un peu rouillés, là, ou oxydés, là. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Oui. Tu sais, je trouve finalement, comme les gens dont on parle, là, les gens qui font de l'ultramarathon, qui font là, des Ironman plusieurs fois par année, là, tu sais, la grosse... C'est des gens qui ont l'air parfois plus vieux que leur âge. Est-ce que ça, selon moi, là, mais je peux me tromper, est-ce que ça traduit aussi un vieillissement un peu accéléré, notamment du cœur? Bien, c'est sûr que ça use le surentraînement, parce que non seulement il y a l'épreuve, mais il y a l'entraînement qui vient avec. Hein, pour faire un ultra-marathon, un Ironman, ben, ça prend 20-30 heures d'entraînement par semaine. L'impact sur le corps humain, ça peut être intense. Ceci étant dit, il ne faut pas minimiser que c'est bon de faire de l'entraînement physique. Non, c'est ça. Puis sur le cœur, ben on voit, comme je te disais tantôt, la dilatation des cavités cardiaques, on voit plus d'arythmie, on voit plus de fibrillation auriculaire, on voit... Fait qu'il peut y avoir un impact de surentraînement sur le cœur qui peut se manifester par ce que tu trouves être de l'oxydation. Ouais. Mais il n'y avait pas comme une espèce de théorie sur vraiment le haut niveau cellulaire, l'oxydation, les radicaux libres, puis le fait que ces patients-là sont tout le temps comme un peu acidotiques ou ce qu'on sait, c'est l'acide lactique. Puis, sur le plan cardiaque, on sait que quand on stimule trop la cellule cardiaque, comme quand dans mon étude sur le marathonien, il y a de l'enflure, puis il y a des radicaux libres qui sont sécrétés ou générés. Ah, donc je suis pas loin de la vérité, là, j'approche. Oui, c'est ça. Mais on sait pas, en fait, on sait pas si en faire plusieurs, un ensuite de l'autre, ça a un impact. Mais j'ose imaginer que oui, là, parce qu'après un, on récupère, mais après 1000, on le sait pas. OK. Mais toi, si tu vois en clinique je veux dire, un gars d'une 50aine d'années qui s'entraîne, il fait du marathon, puis là, finalement, le patient a un symptôme cardiaque, arythmie ou autre, puis là, toi, tu identifies que ce patient-là a des symptômes qui peuvent s'apparenter au cœur d'athlète, ou tu diagnostiques ça. Mm-hmm. J'imagine que c'est aussi difficile d'arrêter ce gars-là de faire du sport que d'arrêter un toxicomane de consommer sa drogue préférée. Oh oui, mais en fait, c'est une grosse discussion. Là, j'ai un patient qui a fait un infarctus en s'entraînant pour un Ironman dernièrement. OK. Puis, il y avait des coronaires normales. La seule chose, c'est que les artères du cœur étaient complètement normales, sauf un caillot dans son artère principale. OK. Puis, ben, on a... c'est vraiment le stress de l'entraînement qui a fait ça, parce qu'il y avait des artères lisses partout ailleurs. Fait que là, il a fallu que je m'assoie avec lui puis que j'explique que s'il n'avait pas poussé autant la machine, il n'aurait probablement pas fait d'infarctus. Puis là, il se ramasse avec plein de médicaments parce que c'est un coronarien, puis une restriction importante. Fait que là, tu pars de 25 heures d'entraînement par semaine à « là, vous allez recommencer à marcher ». Puis? Ben, ça a été une longue discussion, mais il faut les ralentir, ces gens-là. Il faut qu'ils continuent à être actifs. Il ne faut pas les restreindre complètement. Il faut vraiment leur donner une balise. Il faut les encadrer, là. Mais tu sais, pour eux, un petit entraînement, c'est 2 heures de course, là. Fait qu'il faut se remettre dans leur perspective. Puis c'est un défi, mais c'est la seule façon, là. Sinon, ils vont refaire l'événement. C'est une dépendance plus psychologique ou physique? Ou, Les deux. Les études montrent que dans le cerveau, ça fait exactement le même impact que l'héroïne ou que les autres drogues dures. Okay. Puis au niveau physique, ben, ils ont vraiment des sentiments de fatigue après, parce qu'ils sont habitués d'augmenter leur fréquence cardiaque de façon importante. Fait que l'espèce de
sympathique, parasympathique, le Ouais. système nerveux de la fuite puis le système nerveux du calme qui alterne, ben quand on arrête ça, ça donne de la fatigue. Nos antécédents préhistoriques. Yes. Ok. Fait que c'est démontré ça aussi dans la littérature, que quand tu diminues ça, ce niveau de « j'augmente mon cœur beaucoup, beaucoup, puis là, après ça, je relaxe, puis ma fréquence cardiaque diminue », ben quand tu diminues cette quantité-là de on-off, de haut-bas, ben ça donne de la fatigue physique. Symptômes dépressifs ou... En partie, oui, mais en partie aussi physique. Ok. Tu sais, l'espèce de drive sympathique est moins là. Ouais. Puis les patients sont moins confortables. Fait qu'il y a comme un sevrage physique puis un sevrage psychologique. Ça dure combien de temps, la composante physique? Quelques jours / semaines. Parce que j'ai une anecdote. Il y a peut-être 15 ans, j'ai opéré un patient pour une diverticulite, résection du sigmoïde, donc une portion du côlon gauche que j'enlève pour des infections à répétition au niveau des diverticules du côlon, une pathologie que beaucoup de gens connaissent. Puis, je revois le patient en clinique externe, puis objectivement, le patient est très bien. Là, c'est un gars de probablement à l'époque 45 ans, mince. Les plaies sont belles, son ventre, c'est souple, il n'y a pas de fièvre. Puis là, le patient, il me dit « Je me sens mal. » Puis là, moi, je suis comme inquiet, là, parce qu'on est toujours à l'affût d'une complication. Puis là, ça fait-vous de la fièvre? Non, vos intestins fonctionnent. Puis il dit « Je me sens pas bien. » Là, je discute. J'ai dit « Qu'est-ce que vous faites? » Puis faites-vous des loisirs, du sport? Ah, il dit oui. Il dit je fais de la course à pied. Ah, c'est intéressant. Puis tout ça. Puis il dit je cours des ultramarathons. Puis là, il a arrêté. Puis là, je dis puis là, avez-vous recommencé? Il dit pas encore. Ah. J'ai dit je te jure. J'ai dit écoutez, sortez d'ici, allez courir 40 km. Vous reviendrez me voir s'il y a quelque chose. Il n'est pas revenu. Ben, en fait, c'est les deux. C'est la composante physique, psychologique, mais tu sais, le psychologique, c'est fort quand même. Tout à fait. Mais je ne sais pas quelle composante à l'époque, qu'est-ce qui était quoi, là. Mais, je pense que c'est un mix des deux. Donc, toi, en tant que cardiologue et aussi un peu cordonnier mal chaussé, puisque tu fais beaucoup d'activité physique, ta prescription d'activité physique à une personne d'âge moyen, on va prendre un patient qui n'a aucun facteur de risque, qui n'a pas d'histoire, ne prend pas de médicaments, veut juste faire du sport. Il n'y a pas d'enjeu là, qui se présente Cardiaque. devant toi spontanément. Il n'y a pas de surplus de poids, il n'y a pas non-fumeur, mais juste sédentaire. Ben, On viserait quoi? Là? J'aurais tendance à dire 150 à 180 minutes. Je suis un peu plus dur que la Société canadienne de cardio. Okay. 150 à 180 minutes d'activité physique par semaine qui alterne de la musculation, de l'activité cardiaque aérobique standard avec une intensité autour de 70-80% de la fréquence cardiaque maximale prédite, puis de l'autre intensité pour augmenter sa capacité à l'effort, puis son niveau d'énergie, puis augmenter sa capacité fonctionnelle. Fait que je ferai un mix des trois. OK. Puis je présume que c'est mieux de le répartir dans la semaine là, que d'aller courir un marathon le dimanche. J'allais dire la plupart des jours de la semaine, avec OK. une journée ou deux de congé par semaine. Est-ce qu'il y a des moments où il faut éviter l'activité physique? J'ai pour les plus jeunes, peut-être le lendemain de veille, par exemple. Là. Oui. Donc, Ben, j'aurais tendance à dire quand il fait très chaud à l'extérieur ou quand il fait très froid à l'extérieur, particulièrement les coronariens, quand il fait très froid, les gens qui ont des artères bloquées au niveau de leur cœur ou qui font de l'angine ou des insuffisance cardiaque, puis très chaud parce que le corps doit s'adapter aux températures extrêmes. Fait que ça demande plus d'énergie puis plus de capacité à l'adaptation, ce qui n'est pas le cas chez les patients qui sont malades du cœur. Puis, ben, après un très gros repas, OK. ou quand on a trop bu la veille puis qu'on n'est pas bien hydraté, effectivement, Ouais, c'est une mauvaise idée. Mais sinon... syndrome grippaux. Ben, ça, c'est encore débattu. OK. On dit Je parle que... pas d'un rhume, là, je parle d'une grippe, là, vraiment, là, les myalgies. Ben ça, faut être raisonnable. Faut être raisonnable. Puis, tu sais, après, par exemple, un traumatisme crânien, là, il faut attendre. Tu sais, un jeune qui se cogne la tête solidement, là, dépendant du niveau d'intensité du traumatisme crânien, il faut attendre entre 2 et 4 semaines, là, dépendant des symptômes, céphalées, troubles de concentration, parce que si tu remets ton cerveau mais par exemple, quand tu cours, il y a des impacts crâniens, là, ben, tu peux augmenter l'impact du traumatisme. Fait que le traumatisme, c'est vraiment un des moments où traumatisme crânien. Attention. Exactement. Les boissons stimulantes. Ça, c'est un autre dossier. Sudafed, Red Bull, là, chez les jeunes là, qui vont prendre ça. Là, avant Ben, en fait, la caféine dans Red Bull, en fait, si tu prends une canette de Red Bull standard, c'est comme
2 ou 3 cafés, ce qui est pas tant que ça, mais il faut pas en boire tant avant l'entraînement, c'est pas recommandé. Boire un café, c'est une chose, boire un ou 2 Red Bull, c'est trop. Il faut éviter les décongestionnants aussi. Puis, toutes les... Pour quelle raison? Arythmie? Ou... Oui, puis en fait, ça augmente la fréquence cardiaque déjà de base. Ça augmente le risque d'arythmie, le risque de fibrillation régulière, le risque d'arythmie maligne si tu fais un événement très important. Puis ça augmente la pression artérielle aussi. OK. Voilà, fait que déjà à l'effort, on augmente la pression artérielle de 5 à 10 mm de mercure par mètre. Un mètre, c'est comme le nombre de... mettons, 4 mètres, c'est monter un escalier avec des paniers d'épicerie. On va faire ça clair. OK. Fait que si tu montes ton escalier avec des paniers d'épicerie... On va dire avec des sacs d'épicerie, pas avec le panier. Oui, effectivement, des sacs, t'as raison. Ben, à ce moment-là, tu devrais augmenter à peu près ta pression de 20 mm de mercure. Fait que si tu cours un marathon, ça se peut que tu l'augmentes de 30, 50, 60, 70, 80 mm de mercure de base. Fait que mettons que tu pars de 120, une pression normale, puis tu montes à 200, c'est correct. Ouais. Si tu pars de 140 ou 150 ou 160 parce que tu as pris de l'éphédrine, des médicaments des amphétamines, ben tu peux monter à 250, 300. Là, ça peut être dangereux. Ça commence à être moins bon un peu. Pour le cœur et le cerveau. Tu peux faire un AVC à l'effort ou encore un infarctus. AVC, accident cérébrovasculaire. Voilà. La fréquence cardiaque maximale, selon moi, j'avais 220 moins large. Est-ce que c'est bon? Oui, mais il faut l'adapter en fonction du patient qu'on a devant nous. OK. T'sais, 220 moins large fois 80 ou fois 75 dépendant du niveau d'activité qu'on veut. Mais un grand athlète de 50 ans, ça ne donne pas beaucoup de jeu pour s'entraîner. Fait que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on leur fait des épreuves d'effort, puis on regarde s'il y a des anomalies arythmiques, la pression artérielle à 100% de la prédite, puis on s'ajuste en fonction de ce qu'on voit. Des fois, on peut faire des VO2 max, ça veut dire, on fait un tapis roulant ou avec un mouthpiece, puis on regarde les échanges gazeux. Puis on détermine avec ça le moment où le patient fait de l'acide lactique. Ça, c'est le seuil anaérobique. On parlait d'oxydation tout à l'heure. Yes, exactement. Puis, on peut avec ça être plus précis pour les gens qui veulent faire de l'entraînement d'autre intensité. On fait pas ça à tout le monde, mais c'est vraiment intéressant. Je t'en ferai un jour, si tu veux. Oui, peut-être, mais en ce moment, effectivement. On prend une courte pause, Valérie. Oui. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Valérie, je vais citer William Shakespeare. Oh. Le chagrin qui ne parle pas murmure en secret au cœur surchargé de se rompre. Alors, tout cela, c'est pour parler du Takotsubo. La cardiomyopathie de stress ou du syndrome du cœur brisé. Le syndrome du cœur brisé. Et la particularité, ou ce qui m'a toujours attiré dans cette... attiré, je veux dire, c'est pas... Une obsession. Non, j'espère. Ce qui m'a quand même un peu toujours, parce que ça fait longtemps, bien avant que le syndrome soit décrit, on a toujours fait référence aux grandes peines, notamment les peines amoureuses, mais d'autres types de chagrins, comme étant quelque chose qui nous brise le cœur. Puis en fait, ça peut vraiment nous briser le cœur d'avoir une grande émotion. Donc, c'est quoi le Takotsubo?
Une grande émotion, un grand stress physiologique. Okay. Ça se peut que ça soit post-op de grande chirurgie. En fait, le Takotsubo, ça a été décrit pour la première fois en 1977 par un interniste puis un cardiologue japonais. Puis Takotsubo, ça veut dire piège à pieuvre ou piège à poulpe. À poulpe, exactement. Parce que le cœur devient hypokinétique. Ça veut dire que la pointe du cœur contracte moins bien. Puis ça ressemble à un piège à pieuvre, parce qu'un piège à pieuvre, c'est comme ça qu'on l'attrape au bout du cœur, là, si on veut. Puis en voyant l'image angiographique, ils ont dit que ça ressemble à un piège à pieuvre, donc c'est un Takotsubo. Généralement, le Takotsubo, ça arrive pour des grands stress émotifs. Exemple, un funérail, un mariage. Ça peut être positif ou négatif. Ça arrive plus souvent... Plus souvent négatif, quand même? Ou... Oui, plus souvent négatif. Ça arrive plus souvent chez les femmes post-ménopausées. C'est un peu les mêmes facteurs de risque que la maladie coronarienne. On pense que les hormones protègent un peu. OK. Les hormones féminines, on s'entend, protègent un peu pour le Takotsubo. C'est le plus souvent le côté gauche du cœur parce qu'il y a plus de récepteurs adrénergiques là. Mais ça peut aussi prendre le côté droit, qui est le ventricule qui pousse le sang dans le poumon. OK. C'est plus mince, cette partie-là du cœur, puis c'est moins souvent atteint, mais ça peut l'être aussi. Le côté droit. Le côté droit. Les pressions sont plus basses du côté droit du cœur. Yes. Puis il y a moins de récepteurs adrénergiques. Le mécanisme, pourquoi c'est la pointe du cœur? Adrénergique pour les gens, donc c'est les récepteurs pour l'adrénaline, qui est une hormone dont tout le monde en a entendu parler. L'hormone stimulante. C'est l'hormone de la fuite. L'hormone de stress, l'hormone de la fuite. L'hormone qu'on sécrète si on se fait courir. Après par un lion. Par un lion dans la savane. Oui, voilà. Mais en fait, si, par exemple, on a un gros stress émotif, il y a une décharge adrénergique. Ça veut dire que le système nerveux sympathique est très activé, donc il y a une grande sécrétion d'hormones de stress. Puis sur la pointe du cœur, il y a beaucoup de récepteurs adrénergiques parce que le cœur contracte davantage à la pointe qu'à la base. Puis on pense, puis on n'est pas convaincu de ça, mais que ce qui fait en sorte que c'est la pointe qui contracte pas, c'est que c'est comme si on déchargeait toute l'adrénaline au niveau de la pointe du cœur, puis qu'on épuisait notre muscle de ce côté-là. Il y a aussi une théorie qui dit que les vaisseaux, les vaisseaux au niveau de la pointe du cœur, ils font des spasmes. On appelle ça des spasmes microvasculaires, parce que quand on fait une résonance magnétique, on voit de l'enflure à la pointe du cœur, mais pas de cicatrice comme dans un infarctus. Ça peut passer pour un infarctus tant sur le plan de l'électro que des enzymes cardiaques. Il faut faire un cathéter cardiaque pour voir les artères puis s'assurer qu'elles sont normales. Mais des fois, on peut faire un Takotsubo sur un infarctus. Fait qu'il faut faire attention. OK. Quand le patient a une c'est grosse... la cerise et le sundae. En même temps, exactement. Puis la plupart du temps, ça récupère. Ça veut dire que, tu sais, au bout de quelques semaines, la pointe du cœur récupère. Puis le patient, il a une vie normale après, sauf qu'il est à risque de récidive. OK. Un patient qui a déjà fait un Takotsubo peut en refaire un autre. Le patient va avoir des symptômes d'infarctus. Là. Yes, une douleur dans la poitrine, il peut perdre connaissance, il peut être essoufflé, faire de l'eau ses poumons, exactement comme un infarctus. Puis il se présente à l'urgence avec des changements sur l'électricité de son cœur, sur l'électro qu'on fait, qui ressemble à un infarctus. Okay. Puis là, on fait une coronaro, puis on se rend compte que les artères sont normales. Puis là, on image le ventricule cardiaque, puis on se rend compte que ça a l'air d'un piège à pieuvre. Okay. C'est comme ça qu'on diagnostique. Mais est-ce que c'est très fréquent ou... En fait... Parce que tout le monde, en médecine, je pense que beaucoup de gens connaissent l'entité. J'ai jamais eu la connaissance d'un patient, moi. C'est sûr que c'est pas ma pratique, mais de dire qu'il y avait un Takotsubo à l'étage pour dire quelque chose. On en a toutes les semaines. OK, quand même. Oui, puis c'était sous-diagnostiqué avant parce qu'on pensait que c'était un infarctus sans, tu sais, avec un caillot qui sur était... un cœur normal. Oui, ou des artères normales, ou un caillot qui a été lisé par nos traitements, parce que quand un patient arrive en infarctus, on donne des antiplaquettaires, des anticoagulants, fait qu'on se disait au début... Ben, c'est probablement... On avait tellement bien traité l'infarctus que... Ouais, des fois, les cardiologues, on était un peu comme ça. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était une entité complètement différente, même si les facteurs de risque sont quand même proches l'un de l'autre. Puis, il y en a toutes les semaines. Okay. Il y a une étude qui est sortie récemment qui a montré qu'on en avait eu plus post-COVID. OK. Mais on ne sait pas pourquoi. Un bon, 5 à 6% en plus. OK. C'est pas parce qu'on les diagnostique plus, c'est vraiment, il y a un lien avec la COVID. Est-ce que c'est parce que la COVID, ça donne de l'inflammation? Peut-être. Puis, il y a certains virus qui donnent des atteintes des coronaires ou du muscle cardiaque. Fait que probablement que ça vient un peu avec ça. Fait qu'il y en a plus depuis le COVID. Fait que tu vas en voir, c'est sûr.
La plupart du temps, comme je disais tantôt, c'est des stress psychologiques, mais il peut y avoir aussi, tu sais, si on fait une grosse pneumonie, un COVID, si on fait un accident de voiture, si on a un diabète débalancé de façon importante, ça dépend beaucoup des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare là, sur plusieurs jours ou c'est Bang! instantané? Yes. Okay. Je te donne un exemple. J'ai un patient, un monsieur adorable, qui a fait 2 Takotsubo. Un homme. C'est rare déjà un homme, parce que c'est plus fréquent chez la femme. Que le premier Takotsubo, il l'a fait quand il y a eu les funérailles de sa femme. Okay. Puis il est arrivé à l'hôpital avec son Takotsubo, puis là, je l'avais vu à ce moment-là. Puis quelques années plus tard, il s'est fait une autre conjointe, puis il s'est réveillé, puis elle était morte dans son lit, fait qu'il a senti ses pieds froids sur lui. Puis il a refait un 2e Takotsubo. Okay. Les 2 fois, il a récupéré. Donc, il faudrait peut-être éviter les stress. de se refaire une conjointe. C'est ce que je lui ai dit, de rester célibataire. Mais en riant, bien sûr. Mais les stress, c'est souvent les mêmes. T'sais, les patients qui font des Takotsubo émotifs sont à risque d'en faire plusieurs. J'ai une religieuse qui en a fait un à un accident d'automobile, puis là, quelques années plus tard, elle a vu un accident d'automobile, puis elle en a refait un autre. Mais on peut en mourir. Oui. Quand même. OK. Parce que, en fait, pour 2 raisons. On peut mourir de la décharge d'adrénaline puis d'une arythmie subséquente. Comme je disais tantôt, quand il y a la pointe du cœur contracte moins bien, qu'il y a de l'enflure dessus, ben c'est un substrat parfait pour faire une arythmie maligne. Le taux de mortalité est quand même moindre que pour un infarctus. Puis on peut en mourir aussi parce que on peut avoir une grosse insuffisance cardiaque secondaire. Le cœur, s'il perd toutes ses forces, il est possible qu'on meure de l'insuffisance cardiaque, mais c'est rare quand même. Lorsqu'on a un stress, j'ai déjà discuté de ça notamment avec ma conjointe, mais avec d'autres personnes, je ne sais pas si c'est un élément physiologique dû à la différence entre les hommes et les femmes, mais il y a certaines femmes qui me disaient, dont ma conjointe, qui me disait, lorsque les enfants étaient plus jeunes, puis qu'elle avait une inquiétude reliée aux enfants, mettons, l'enfant tombé, là, surtout quand on a des jeunes enfants, puis que les enfants tombent, on s'inquiète quand ils pleurent. Avec le temps, on comprend qu'il faut s'inquiéter quand ils pleurent pas. Mais bref, l'enfant tombe, puis là, on est inquiet de leur état de santé. Puis à l'époque, Martine, elle me disait qu'elle ressentait une genre de crampe abdominale basse. Comme quand elle avait une douleur utérine. Et moi, pour le même stress, j'avais une douleur rétrosternale. Un serrement, là, qui dure une fraction de seconde. Puis ça, selon toi, est-ce que c'est la physiopathologie du... Un mini Takotsubo, tu veux dire? Est-ce que c'est la même mécanique? Ce n'est pas un spasme œsophagien, là. Non, mais en fait, c'est décrit cette espèce de malaise thoracique-là chez les hommes, particulièrement à des grands stress. Qui se soucient de la santé de leurs enfants, yes. Donc. Okay. Mais, ou d'autres stress, là. Ben, je te dirais que c'est particulièrement ça, dans mon cas, là. Je vois pas d'autres mais le lien entre ça et un Takotsubo n'a pas été fait. OK. Donc, puis cette crampe utérine-là, par rapport aux douleurs rétrosternales, t'as pas d'hypothèse? J'ai pas d'hypothèse. Dis-moi, le patient qui fait un Takotsubo, là, puis tu lui annonces ça, pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bien, c'est une bonne nouvelle parce que ça récupère. Versus une insuffisance cardiaque. Maladie coronarienne sévère. Oui, c'est ça. L'insuffisance cardiaque, ça récupère pas toujours chez un coronarien, alors que chez un Takotsubo, la plupart du temps, ça récupère. Par contre, on a un gros talk à avoir sur la gestion du stress. Du stress? OK. C'est parce que ces gens-là ont souvent une personnalité comme ça aussi. Okay. Ils sont vraiment des anxieux la plupart du temps. Puis, tu sais, on peut pas changer quand tu es rendu à 60 ans. Tu sais, parce que la moyenne d'âge, c'est entre 50 et 70, mettons. Okay. Les jeunes qui font des Takotsubo, c'est rare. OK. Mais tu m'as dit que c'était souvent plus des femmes post-ménopausées. Yes. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les jeunes... Oui, à cause de la protection hormonale, je pense. Okay. Puis, c'est ça. Fait qu'on a un gros traitement à faire sur la gestion de l'anxiété. Puis c'est difficile parce que, tu sais, les gens qui sont anxieux de base, c'est sûr de défaire ça, là. OK. Puis le traitement, il y a le traitement médical comme on donne pour l'insuffisance cardiaque, les traitements avec des médicaments pour le système nerveux sympathique qui ralentissent le cœur, puis des traitements qui travaillent sur le système rénine-angiotensine, l'aldostérone. Ça, c'est des traitements qu'on donne en insuffisance cardiaque, mais il y a beaucoup d'accompagnement versus un infarctus. Puis le retour à l'activité physique, puis le retour au stress, puis... Non. Mais le patient qui fait un Takotsubo, il va sortir avec des médicaments de l'hôpital? Oui, certainement. Avec un cœur normal?
Ben, il sera pas revenu normal. Ça va prendre des semaines avant qu'il revienne. OK. Mais est-ce qu'il va avoir des antiplaquettaires? Ben, là, ça va toute dépendre. La panoplie de... Il va avoir... La pharmacopée standard. Il va avoir les bêta-bloqueurs, les médicaments... Pour ralentir le cœur. Pour ralentir le cœur. Il va avoir les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Ou leur ami, là, les ARA. Puis pour ce qui est des antiplaquettaires, ben, ça dépend. Si la pointe du cœur est très, très... très atteinte, et puis il peut faire des caillots dedans, fait qu'on peut donner un anticoagulant. Pour quelques mois. Pour quelques semaines, le temps que la contractilité revienne pour pas qu'il fasse un AVC, ou il ou elle fasse un AVC. Puis pour les antiplaquettaires, bien, on regarde les artères du cœur quand on fait le diagnostic. Puis s'il y a des lésions d'athérosclérose, le patient va partir avec un antiplaquettaire à vie. OK. Qui semble avoir un impact sur la récidive quand même, jusqu'à un certain point. Parce qu'on se rappelle qu'il y a une composante de spasme, là, fait qu'il y a probablement clairement... Mais là, tu me parlais, tu dis ça, ce sont des gens qui sont stressés, mais le stress au quotidien, puis le choc émotif de se réveiller à côté de sa conjointe qui est décédée, pour moi, c'est deux choses différentes. Oui. Je peux être la personne la plus relaxe au monde, puis si je me réveille avec ma conjointe décédée à côté de moi, il y a des bonnes chances que tu fasses un Takotsubo. Que ça me donne un certain choc, là, même si je suis hyper zen, puis que mais probablement je fais de la méditation et du yoga, là, tu sais. Oui, mais probablement que... le mieux géré, toi, me dire? Oui, ben en fait, on sait pas trop, mais il y a des études qui décrivent des personnalités Takotsubo, des gens qui ont plus de difficultés à gérer les grosses émotions. Sauf que, tu sais, ça peut être aussi un homme d'affaires qui, tu sais... qui fait une faillite, là, puis qui reçoit son... C'est très variable. Le huissier frappe à la porte. Oui, ça peut être une raison de faire un Takotsubo. J'en ai eu un comme ça, monsieur. Où, tu sais, la femme trouve qu'il y a une maîtresse, par exemple. Là. Ça c'est déjà arrivé aussi des patients. Mais c'est ça. Fait que les gens il y a souvent des personnalités Takotsubo, mais n'importe qui peut en faire un, dépendant de l'importance du stress. Puis on peut pas prévoir, en dehors du fait qu'on sait que c'est souvent des femmes entre 50 et 70 ans qui ont des facteurs de risque coronariens, puis qui ont souvent une tendance à l'anxiété facile. Puis il va falloir, qu'il faut gérer plus tard, bien entendu. Là. Le stress chronique, est-ce que ça a un impact sur le cœur? Bien, en fait, le stress, c'est un facteur de risque de maladie coronarienne. Par quel mécanisme? Bien, on pense que ça augmente la pression artérielle, ça augmente la fréquence cardiaque. Puis ça a aussi un impact en fait, jusqu'à un certain point sur la coagulation des plaquettes. Quand même? Oui. Fait que, tu sais, les personnalités type A, là, ben, ils font plus d'infarctus que ceux qui ne sont pas des personnalités type A. Mais est-ce que le stress chronique peut donner un Takotsubo? Pas clairement. Ça prend vraiment un stress aigu, là, un gros stress. OK. Donc, c'est vraiment une composante quand même assez intéressant. Valérie, merci. Ben, ça me fait plaisir. Alors, ça, c'est le segment principal de l'entrevue. Il y a toujours une petite section baguette magique, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Alors, puis je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur la prochaine question. Donc, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre 2022. En fait, est-ce que je peux en changer deux? Deux, là, je vais te faire une faveur, compte tenu que tu t'es déplacé tôt le matin pour l'entrevue qui se tient à l'hôpital. D'ailleurs, oui. Ben, en fait, je changerais deux choses. Je ramènerais plus de pouvoir à la base. Je trouve qu'il y a trop de strates administratives, que c'est trop compliqué de faire des choses aussi banales que d'acheter un crayon ou une chaise dans le système de santé actuellement. Puis j'aurais une envie de rendre les gens imputables des décisions qu'ils prennent. Puis là, ça a l'air d'un gros terme, l'imputabilité, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a tellement de dédale administrative pour se rendre à quelque chose que la personne qui a pris la décision, ben c'est tellement dilué dans la quantité de gens qu'on a de la misère à la trouver. Mm-hmm. Puis je pense que si c'était plus proche de la base, puis que les gens étaient imputables davantage de ce qu'ils font, ben ça ferait en sorte que les gens seraient plus impliqués puis plus motivés à changer le système de santé. Parce que, tu sais, on a un bon système de santé. Mm-hmm. Quand on est dedans, mm-hmm. les gens sont bien soignés. Mm-hmm. On a d'excellents docteurs, d'excellentes infirmières, d'excellents gestionnaires aussi. On en a beaucoup, ceci étant dit. Mm-hmm. Mais je pense qu'il manque de pouvoir, et de pouvoir à la base. C'est intéressant parce que je suis d'accord avec toi, là, mais en même temps, du côté médical, on a souvent tendance, quand on analyse, nos problèmes, nos complications, à faire attention à l'imputabilité parce qu'on pense que c'est contre-productif. Oui, quand on a un comité de morbidité-mortalité, souvent on dit ne pas pointer... pas trouver un fautif, mais analyser le système dans son entier.
Du côté administratif, on a souvent le réflexe de dire non, ça prend plus d'imputabilité, tu sais. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est un peu une dualité? Peut-être, mais ce sont des enjeux complètement différents, là. Donc, mais on le voit régulièrement, là. Je pense que c'est un enjeu qui dépasse le système de santé, là, l'absence d'imputabilité là, dans les grands systèmes. Là, oui. Bien, en fait, je pense que quand on est one-on-one, toi, docteur Gagné, avec ton patient sur la table, tu es imputable à 100% de ce que tu fais. Complètement. Moi, quand je vois un patient en infarctus à l'urgence ou une arythmie, je suis 100% imputable de ce que je fais. Ouais. C'est sûr que quand on fait l'évaluation de nos complications, on essaie de dépersonnaliser la chose pour faire avancer le système. C'est ça. Et ça, c'est bien, parce que je pense qu'on cherche les trous de fromage alignés pour pas que les patients aient des complications. Ouais. Mais ceci étant dit, toi, tu vas t'en souvenir toute ta vie du patient qui a pas bien été post-op ou péri-op. Fait que tu es très imputable de ce que tu fais. Tout à fait. Je sais pas si administrativement parlant, les gens ont cette même... ils ont pas ce souci-là. Oui. Puis c'est pas... je pense qu'on a d'excellents gestionnaires, mais je pense que c'est plus facile quand tu gères des dossiers d'être moins impliqué. Puis, tu sais, les médecins, on a cette façon-là, puis les infirmières aussi, d'avoir... On a le patient en face à tous les jours. C'est un être humain qu'on soigne. Fait que l'imputabilité est là 100%. C'est sûr. Mais à certains égards, puis ça pourrait faire l'objet d'un autre balado plus tard, je me demande si l'hypertrophie des systèmes puis la grosseur des structures ne vient pas nourrir cette absence d'imputabilité-là. C'est tellement gros qu'on en vient à chercher qui gère. Oui. Puis c'est pas toujours clair. Puis je pense que les personnes sont toutes de bonne foi dans l'histoire. Je pense que c'est juste qu'on dilue tout ça dans un système qui est impossible à faire virer de bord. Puis je voudrais aussi que les médecins soient plus impliqués dans le... Ça, c'est un sujet d'un troisième balado. Oui, je sais. Mais tu me demandes ce que je changerais, parce que je trouve ça important d'être impliqué non seulement dans le traitement du patient, mais des patients. Bien, je pense que les médecins, à certains égards, puis je dis ça, je pense pas que c'est ça avec humilité, mais j'aime penser qu'on est les plus grands défenseurs des droits des patients. Je pense que puis qu'il faut continuer à revendiquer ce statut-là, parce que c'est ce qui, je pense, protège nos patients à long terme. Oui. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde... Mère Teresa. C'est la première fois, c'est bon. OK. En fait, je me fais appeler Mère Teresa depuis que je suis résidente. Okay. Alors, puis d'ailleurs, Dr Couture, qui est une interniste qui travaillait ici avant, qui a pris sa Couture, qui a été un mentor dans ma vie, m'appelait Mère Junior. Okay. Moi, je l'appelais Mère Senior. Okay. Alors, depuis que je suis bébé résidente, parce que j'ai toujours été la fervente défendresse de mes patients. Puis, Mère Teresa... C'est très drôle, mais elle a toujours défendu sa cause corps et âme, puis elle en est décédée, là. Fait que c'est un modèle de femme pour moi. OK. Fait que si je pouvais aller prendre une bière avec Mère Teresa, peut-être qu'elle prendrait une tisane, mais c'est étant dit. Je pense qu'on apprendrait beaucoup de ces femmes-là qui se sont battues. Les religieuses d'antan ont fait le système d'éducation, le système de santé. Ils ont vraiment participé à développer le Québec d'aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais rencontrer Mère Teresa. Mère Teresa, ce que pour avoir lu sur elle, c'est intéressant quand même pour les gens qui voudront chercher. Elle avait eu un appel. Là, oui, elle a senti l'appel. Elle a senti l'appel là, du Seigneur. Là. Puis ce que j'ai lu, c'est qu'elle avait passé quand même une bonne partie de sa vie à attendre un deuxième appel qui n'est jamais venu. Mais elle a quand même dévoué sa vie là, aux soins des malades. Là. Elle disait qu'elle n'avait pas perdu la foi, mais qu'elle cherchait la foi. J'ai lu ça quelque part. Puis des fois, je me sens aussi un peu comme ça, dans le sens que des fois, on se bat pour les patients, pour l'accès aux soins, pour tout ça, puis c'est essoufflant. Fait que je peux comprendre Mère Teresa d'avoir un jour perdu la foi, ou du moins de l'avoir cherchée. Fait que c'est pour cette raison-là. Je pense que j'aurais une discussion de milliers d'heures avec Mère Teresa. Mais ça n'enlève rien à la cause, puis à sa vie. As-tu une cause qui tient à cœur? J'en ai quelques-unes. Un jeu de mots, donc, à cœur. À cœur, oui. J'en ai quelques-unes. En fait, à chaque année, je suis une grande ambassadrice pour la Société canadienne du cancer, en ayant eu un moi-même. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose pour lequel je travaille super fort, parce que je pense que
Le cancer, c'est une maladie que tu connais mieux que moi, mais qui tue plus de Canadiens que le cœur. Fait qu'à chaque année, je participe au souper de la Jonquée, puis j'extirpe des sous de mes collègues. La Société canadienne du cancer, ça fait avancer la recherche, puis ça fait l'accompagnement du patient. Ce que je trouve agréable, c'est qu'ils accompagnent le patient avec des soins, des services et tout ça. Fait que c'est pour ça que je suis liée à eux. Puis l'autre cause, c'est Centraide, parce que notre communauté a besoin de nous. Puis je pense que, comme médecin, d'aider la communauté à grandir, puis d'accompagner la communauté qui nous entoure, ben c'est très important. Monsieur Marchand, notre maire, était le président de Centraide, puis on a eu une longue discussion sur l'importance de l'implication des médecins dans cette cause-là, parce que un patient qu'on accompagne va consulter moins à l'urgence. Un patient qui est en faible revenu, qui est dénutri, si on l'aide, puis Centraide, c'est ça, hein, ça accompagne vraiment la communauté, bien, c'est un patient de moins dans nos murs. Tout à fait. Fait que voilà. Une dernière pensée avant de retourner à tes patients? Oui, bien en fait, merci Jean-Pierre. Merci. Puis je pense que la cardiologie, tu sais, c'est probablement la plus belle science. Puis tout le côté humain du patient cardiaque, il y a un accompagnement qui est absolument incroyable. Du patient qui a fait un infarctus, une arythmie, il y a une anxiété à accompagner, il y a quelque chose de grand en cardiologie parce qu'on est non seulement le médecin traitant, mais on suit nos patients des années. C'est ça qui me fait vibrer l'être humain encore. Tu sais, ça fait 13 ans maintenant que je fais de la cardio. Je fais de la cardio à Sept-Îles, à Matane. Puis ce qui me fait me lever le matin, là, c'est l'être humain que j'ai devant moi. Valérie, merci. Ça me fait plaisir. À la prochaine. On va remettre cette entrevue pour un autre sujet bientôt. Ça marche. Merci. À bientôt. Bye. Salut, bye.